la meilleure façon, c'est d'aller directement en telco et de demander au telco d'échanger les SIMs que vous avez dans les portables, dans lesquels le telco il a très peu d'informations. Les SIM actuellement qui se trouvent dans votre portable, vous avez votre nom éventuellement, vous avez éventuellement l'adresse, mais c'est rare, et vous avez une relation des paiements avec votre opérateur. Cette information, c'est essentiel déjà pour créer une identification digitale. Et on peut, à travers une collaboration avec les telcos, le faire d'une façon que les telcos il a un grand bénéfice, parce que si on ajoute de la sécurité dans ces SIM, cette mobile va être utilisée pour envoyer de l'argent, pour faire une déclaration d'impôt, pour voter. En Suisse, on peut voter carrément avec les portables. Ça va évoluer vers l'utilisation d'un device qui a un très haut niveau de sécurité. Ça va permettre à l'opérateur télécom de fournir des services transactionnels et d'augmenter son ARPU. Et ils sont tous là-dedans. Ils savent très bien que d'ici à quelques années, ce n'est pas dans la téléphonie qu'ils vont pouvoir grandir. Alors, encore une fois, il faut, et ça c'est encore la force du modèle de WISeKey, il faut que ça ne soit pas centralisé dans un pays. Les Espagnols ne vont jamais accepter, par exemple, d'utiliser une identification française, et l'inverse aussi. Chaque pays va vouloir son identification dans son pays. Et dans notre vision, l'identification, c'est votre certificat de naissance. La nationalité, c'est un attribut de ce certificat de naissance. Ce n'est pas l'identité, mais c'est quelque chose que j'ajoute. C'est un bloc d'informations que j'ajoute à cette identité. Bon, ça, bien sûr, après, on peut aller très loin avec ça. On peut aller à multiple factor identification. On peut ajouter du cryptage. En Suisse, on est actuellement déjà, dans les votations électroniques de Genève, on a déjà passé au cryptage quantique avec l'Université de Genève. Ils ont déjà fait des random number generation, des numéros aléatoires quantiques. On peut aller très très loin. Mais ça, c'est une autre industrie qui se met dedans. Ils s'ajoutent parce qu'ils ont compris que la chose qu'on est en train de faire, c'est de fédérer un écosystème d'identité gigantesque qui les donne à eux la possibilité de vente. À la limite, ces compagnies cherchent des gens qui vont acheter des USB tokens ou des cartes intelligentes à pouce, etc. C'est une industrie qui se place dans la plateforme, dans l'écosystème identitaire. Voilà. Alors, simplement, c'est éducationnel, hein, parce que des fois, à quoi ça sert tout ça? Ça ne sert pas. Ça vous sert à une chose très basique, c'est la sécurisation de l'email. L'email, à quel point, je parlais la semaine passée dans une conférence à Genève à des banquiers privés, et on rigolait parce que les banquiers privés genevois, qu'on les considère très très solides, très sûrs, etc., n'utilisent pas l'email d'une façon sécuritaire. Ils utilisent des fois Gmail ou ils font un download de son Outlook box le week-end parce qu'ils veulent travailler à la maison. Ils font un forward automatique en Gmail et après ils disent ah, mais je veux que là il y ait la sécurité dans mon KYC process. Alors, une des choses, c'est la sécurité de l'email, dans laquelle je vous montre d'une façon très rapide, peut-être que vous le connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi ça sert l'identité d'un email. Attends, s'il te plaît. Alors, ça c'est... Non, il y en a... Tu as... Non tu as plus le... Ah, tu l'as pas. Ok, bon. J'avais mis 2 slides sur là qui montrent que dans votre email, vous avez, je peux le montrer en haut, il a deux icônes qui vous permet de crypter et de signer digitalement l'email. Ça veut dire que si j'envoie un email à quelqu'un que je veux être sûr que la personne le reçoit et que la personne puisse valider mon identité, je veux d'abord, avec ma clé biométrique, faire ma biométrie, je vais stocker ma clé privée, et dans l'email, il y a une petite sigle rouge qui se positionne dans tout browser, qui dit cet email vient de Carlos, et il est crypté et il est certifié. Et les récepteurs, il aura la même procédure dans laquelle il va vérifier, il va à son tour signer digitalement l'email et l'écrypter aussi. Et s'il veut voir que cet email il appartient vraiment à WISeKey, il peut cliquer dans les coins du browser et arriver à cette page qui donne la certification, si oui ou non l'endroit dans lequel il envoie un email il est certifié. Par exemple, dans ce cas-là, je suis en train de vérifier un email qui a été signé par un Chinois qui m'a envoyé un email, et je vois que cette racine elle n'est pas validée dans les browsers, et dit « Certificate cannot be verified or be trusted ». Alors, mais ça, c'est standard dans tous les browsers. Il faudrait simplement faire ça pour éviter 90% des problèmes. Simplement, est-ce que la personne qui vous envoie un email, elle est en confiance avec l'organisme qui
qui a permis à lui d'envoyer un email. Est-ce que si je travaille chez Rothschild et j'envoie un email à Lombardier, on vérifie ça. Est-ce que vraiment cette personne vient de Rothschild? Et si je ne suis pas sûr, je devrais simplement cliquer et j'aurai une fenêtre en disant oui, cette personne, il appartient à les staffs de Rothschild, cette personne, elle a les droits de vous envoyer des mails. Et si cette personne un jour doit partir, ou est-ce qu'il, par exemple, si je dois me licencier quelqu'un ou je ne suis plus d'accord de travailler avec quelqu'un, avant que la personne, bon, c'est un peu brutal, je suis d'accord, et des fois on a des syndicats qui ne sont pas contents sur ça, mais les problèmes là sécuritaires, aujourd'hui la sécurité qu'on a dans les banques, dans l'institution, c'est la sécurité du château. On est très protégé sur les gens à l'extérieur. Ça veut dire, tu es à l'extérieur, je ne te connais pas, je vais mettre un immense système de sécurité pour protéger les châteaux. Mais aujourd'hui, le problème de la sécurité, ce n'est pas la sécurité du château. Les méchants sont dehors, les gentils sont dedans. Aujourd'hui, les méchants sont dedans. Et ils sont dedans à tel point que c'est tellement facile de faire du tort. Si quelqu'un, il a eu des cas dans les banques suisses, des gens qui sentaient qu'il allait être mis dehors, ils ont utilisé les 10 dernières minutes des possibilités de voler simplement les fichiers de données de la banque. Et pour ça, ce système, il évite ça parce que la personne n'aura jamais la possibilité de faire ça et son identité va être révoquée en immédiat. Par exemple, à Wesky, si je révoque l'identité d'une personne, cette personne ne peut plus badger in, ne peut plus allumer son ordinateur, ne peut plus envoyer un email, c'est radical. Il ne peut plus accéder à la base de données, il ne peut plus accéder au système des cloud computing, tout est révoqué immédiatement. Si vous faites ça au niveau d'une corporation qui a 50 000 personnes, imaginez la réduction des coûts que vous faites dans votre système de gestion de sécurité. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour ne pas le faire, parce que tous les browsers à niveau mondial détectent déjà cette capacité. Ça, ce n'est pas un logiciel que vous devez ajouter au browser, ce logiciel, il est déjà à la base dans la structure du browser lui-même, pourvu que votre racine soit reconnue par les browsers, et ça c'est la force de OSB. Bien sûr, et ça c'est la partie qu'on peut ajouter en plus, c'est pas essentiel, ça je vous l'ai dit, c'est nice to have, mais c'est pas essentiel. Mais par exemple dans les banques actuellement, les banques suisses, ils ne laissent plus partir son staff avec des laptops, ils les obligent à partir avec une clé USB dans laquelle les bootines de la clé activent l'ordinateur. Ça veut dire que si je veux dans son ordinateur, je mets la clé, je ne veux plus utiliser la mémoire de l'ordinateur, oui, je suis utilisé l'ordinateur, c'est son processing et le courant. Le reste, ça se passe dans la clé. Mon email server, c'est dans la clé, tout est dans la clé, la biométrie valide que c'est moi qui est dans la clé. Et on peut aller très loin dans ce type de choses. On peut par exemple, aujourd'hui si vous allez aux États-Unis avec une clé USB, vous risquez que dans la douane, on vous dit attendez, donnez-moi la clé, je veux voir qu'est-ce que vous avez dans la clé. Ça arrive énormément, même dans certaines trans ça arrive. Et ça, vous pouvez programmer la clé, que si par exemple je passe une fois les doigts et je ne passe pas la deuxième fois dans quelques secondes, les données dans la clé sont effacées automatiquement. Et ça envoie une alerte à mon chef de sécurité de la boîte en disant il y a quelqu'un qui essaye de me faire lire les données de la clé et je ne suis pas d'accord. Alors, on peut programmer ces clés de façon de les utiliser vraiment d'une façon ultra confiante. Et une autre chose qui vient d'être lancée, ça c'est un succès énorme. Beaucoup de gens me disaient, oui, mais comme j'ai des clés biométriques, c'est très bien, mais je n'utilise pas des clés biométriques. Moi, tout se passe dans le niveau de l'ordinateur, du téléphone. Alors, on a lancé un produit qui n'est pas encore, et soyons très honnêtes, c'est pas aussi sûr que la clé, parce que là, il a un niveau de stockage que les téléphones ne permettent pas encore, c'est le FIPS Compliance, c'est vraiment militaire, grade. Le téléphone encore, on ne peut pas, dans la mémoire du téléphone, créer un espace aussi sûr que dans la clé. Ici, je peux compartimenter, je peux faire un espace très très ultra sûr, et la partie en plus moins sûre, dans l'ordinateur, dans le portable plus. Mais par contre, je peux mettre une identité qui va collecter mes mots de passe, toute la gestion du secret que je dois gestionner. Et cette identité va valider des données qui se trouvent dans une nuage, dans un cloud, private cloud, et les downloader à mesure que j'ai besoin. Alors, je n'ai plus rien dans les iPhones, je stocke rien dans l'iPhone, c'est tout crypté dans les clouds, et je les download à fur et à mesure que j'ai besoin d'utilisation. Et ça a devenu aussi très cool, parce que je fais par exemple un système très, très simple avec Facebook. Il y a beaucoup de faux à Facebook. Des 500 millions, il y en a peut-être 150 millions qui sont de faux. Des gens qui créent des pages fausses, ils créent deux pages, une page pour les copains, une autre page pour le travail. Alors on a fait un système, dans WiseID, c'est un jeu, que vous devez demander à 5 friends, 5 amis, de valider que vous êtes vraiment la personne que vous êtes. Et vous devez downloader WiseID, il y a un bouton de validation Facebook,
Et ça permet que 5 personnes doivent vous valider, vous dire oui, je connais cette personne, je peux certifier que cette personne, elle est vraiment la personne qu'il dit qu'il est dans son profil de Facebook. Et bien sûr, ça fait que les autres 5 vont devoir faire la chose avec 5 et ça devient viral. Et grâce à ça, on a à peu près des 20 à 25 000 downloads par jour actuellement de ces WiseID. Les WiseID, ça me donne de la pénétration dans les mondes des portables, parce que plus de WiseID vont être installés dans les portables, plus de portables vont être équipés avec tous les services en plus, la valeur ajoutée qu'on est en train de pousser. Par exemple, le WisePay, qui est un système de paiement entre des utilisateurs WiseID. Je sais déjà qu'ils sont déjà en certificat digital, je peux en plus de ça les permettre la possibilité d'envoyer de l'argent avec eux. On travaille avec des experts au niveau mondial. Il a autour de notre table M. François Barrault, qui était l'ancien CEO de British Telecom Global Services, qui travaille aussi dans le sujet. C'est un marché gigantesque, les marchés d'envoyer de l'argent par les portables. Ça, c'est un marché à gagner, c'est pas sûr, parce que c'est très fragmenté. Il n'a pas vraiment les standards mondiaux sur la chose. C'est une chose qui implique aussi la gestion des licences bancaires au niveau national, de l'Internet Banking, parce qu'on peut associer l'identité à la transaction par portable et le clearance process, toute la partie du settlement à niveau national par des organisations qui sont des licences bancaires nationales. Parce qu'il faut, une fois que j'envoie de l'argent à droite et à gauche, je dois les monétiser, je dois pouvoir aller à un ATM et sortir du cash. Et ça, cette procédure-là, c'est une procédure qui a besoin d'une inaction avec les banques à niveau national. Chose encore qui renforce le modèle national des racines cryptographiques, parce qu'il y a des banques qui vont bien sûr freiner, si c'est une banque suisse qui vient en France, pour essayer de prendre les trafics des portables. Alors, dans cette vision, et ça c'est la partie disruptive du modèle de WiseKey, j'utilise la sécurité pour devenir un global player. Je ne veux pas rester dans la sécurité le reste de l'histoire de WiseKey. La sécurité, c'est notre DNA. La neutralité, ça nous permet de nous positionner par rapport à iTunes ou Apple, parce qu'eux aussi sont en train de créer un private network. Aujourd'hui, Apple, c'est très sympa, mais à la fin des comptes, c'est quoi? On devient à chaque fois plus dépendant. Si un jour on veut enlever tout ça qu'on a en Apple et on veut sortir d'Apple, c'est un immense problème. Alors notre modèle, ça va être beaucoup plus standardisé, mais quand même, la vision des WiseKey, c'est de se positionner dans les centres de cet écosystème d'interopérationnalité entre tous les services à valeur ajoutée qu'on peut faire avec un téléphone portable qui ont besoin d'une identité forte et pas simplement d'un mot de passe en iTunes. On peut aller très loin et ça c'est vraiment la grosse artillerie. Actuellement on a développé avec une compagnie israélienne, ça s'appelle un WiseKey Armor Box. Alors ça c'est un produit qui coûte 50 000 $, qui ajoute des clés illimitées. Alors une boîte me dit, moi j'ai besoin de faire 1 million de clés, je ne facture pas les clés, j'ai simplement un recurring revenue, un revenu récurrent qui revient pour chaque clé qui est activée et utilisée. Et cette machine en plus encrypte, remplace disons le problème de confiance qu'on a dans l'Internet parce qu'il encrypte les channels entre point à point. Et aujourd'hui, on est en train de vendre ça dans les banques un peu partout. C'est très Swiss labeling, parce qu'on veut montrer vraiment que la racine cryptographique n'est pas compromise. On peut aller vraiment jusqu'à la génération de la racine au bunker. Et on commence aussi à rentrer maintenant dans les mondes de Cisco hardware. Ça, on vient de lancer avec Microsoft d'ailleurs. Microsoft nous utilise énormément. On a gagné beaucoup de projets à Microsoft parce que Microsoft on a gagné un gros projet à Bilbao, en Espagne, à Saint-Ville, contre Google. Et c'était Microsoft WiseKey contre Google, c'est WiseKey qui a gagné. Parce que Google centralisait les données des citoyens de la ville et les maires de la ville. Ils disaient, j'ai aucun problème d'utiliser la plateforme Microsoft, ça s'appelle CSP, Citizen Service Platform, mais je ne veux pas que mes données de mes citoyens restent dans un cloud que je ne contrôle pas. Je veux que ces clouds soient localisés. Nous, on a fait la partie cloud identitaire et Microsoft, il a fait toute la valeur ajoutée. Avec cette identité, on peut faire des choses extraordinaires, on peut faire des systèmes de santé et autres, mais les données, on les garantit qui sont dans l'intérieur. Et la communication entre les gouvernements et tous les ministères, c'est encrypté avec ces systèmes de vote. Voilà. Et on a maintenant, très brièvement, on rentre dans WiseKey France. WiseKey France, on rentre avec un partenariat qui est extraordinaire parce que c'est visionnaire en lui-même, avec Biolog, ID, de développer un concept dans lequel l'identification digitale peut être accouplée, peut être renforcée par tout le système de traçabilité des pochettes d'essence. C'est un projet spécifique, d'ailleurs Jacques tu vas dire 2 mots sur ça, qui nous permet de commencer à mélanger l'identité de la personne avec un produit, la chose que les Américains appellent le Internet of Things, l'Internet des choses.
qui est gigantesque, qui est en train de venir, c'est de relationner notre identité comme personne avec tous les processus qu'on doit mettre en place sur des objets.